Bonjour tout le monde. Heureuse de vous retrouver en ces temps incertains et imprévisibles avec mes collègues Guillaume et Alejandra. On est tous collectivement pris en otage par un intimidateur de la pire espèce, un menteur, un voyou qui n'a que faire des règles et des lois, un mythomane qui nous mène en bateau. Et vous savez, c'est pas nouveau, hein? Il a déjà été au pouvoir, Trump, il a été président. Manon disait en 2018, quand Trump se lève le matin puis il est de mauvaise humeur, bien, c'est notre monde qui perd sa job. Ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui encore en 2025. À chaque crise, nos gouvernements, les gens du milieu d'affaires, du milieu économique, découvrent tout d'un coup l'achat local et la souveraineté économique. Ça devient à la mode. Et tout de suite après, c'est oublié, puis c'est à recommencer à chacune des crises. On se rappellera de la pandémie. Ça suffit d'être pris en otage par Trump. On ne peut pas passer 4 ans comme ça. L'épée de Damoclès qui pend au-dessus de nos têtes doit nous faire prendre conscience qu'il faut que ça change. Il faut que notre économie soit moins dépendante des États-Unis. Et tout ça, ça prend du temps. Il n'y a pas de solution magique. On ne peut pas tout bouleverser d'ici le 1er mars. Il faut commencer le plus rapidement possible pour que ça arrête uniquement d'être des vœux pieux et des beaux principes, mais une réalité, une économie résiliente. On ne peut pas découvrir l'achat local puis l'oublier et recommencer à chaque fois. Voici aujourd'hui mes 4 demandes à François Legault pendant cette période économique incertaine qui est très, très stressante pour les Québécois et Québécoises. Arrêtez de couper des emplois dans nos services publics. Hein? M. Legault nous dit qu'on risque de perdre 100 000 emplois si les tarifs de Trump sont appliqués. Bien, il ne faut pas que lui aussi coupe des emplois des Québécois et Québécoises. Il faut plafonner la hausse des loyers. Tout risque de coûter plus cher. Peut-être qu'on risque de rentrer en récession. Bien, il y a un budget, là, un seul budget que les Québécois ont. Puis là-dedans, ils puisent dans le même budget pour payer leur loyer. 6 % ça ne peut pas avoir lieu. Il faut plafonner les hausses. Arrêter les contrats gouvernementaux avec une compagnie américaine Amazon. Il faut aussi un plan de souveraineté économique. Alejandra, comme notre responsable en économie et en finances publiques, elle a plein d'idées pour l'agroalimentaire, pour le bois d'œuvre. Face à la menace de Trump, on a besoin d'un gouvernement qui prend soin des gens et qui travaille pour l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a demandé un débat d'urgence. Même s'il n'y a pas de tarif aujourd'hui, il y a une instabilité économique et une incertitude économique qui a un impact réel sur les gens et sur notre économie. Donc, ce débat d'urgence reste important et j'ai très hâte d'entendre aussi tous les collègues. Hein? Les Québécois aiment quand on travaille ensemble, même si on n'a pas la même vision, même si on n'a pas les mêmes solutions. C'est important qu'on se mette ensemble puis qu'il y ait ce débat d'urgence tout à l'heure où on entend les solutions de tout le monde. On a besoin de se serrer les coudes pour les Québécois dans cette période difficile. Legault s'est dit ouvert. Est-ce que vous pensez que la présidente va accepter que ça se fasse aujourd'hui? Bien, je souhaite. J'ai entendu aussi des signaux positifs de la part du Parti libéral et du Parti québécois. Donc, toutes les indications sont là pour nous dire que c'est possible, qu'il y en ait un. Donc, j'espère, si tu veux ajouter quelque chose, oui, vas-y. Oui, en fait, on a envoyé une communication additionnelle à la présidence ce matin, dans laquelle, effectivement, on confirmait l'appui des autres partis, le consentement des autres partis. Évidemment, ça fait partie des critères qu'elle va évaluer. C'est la présidente qui décide quand même. Pour nous, Trump a été très clair, là, puis le premier ministre Trudeau l'a dit aussi, les tarifs sont reportés. C'est pas effacé, cette menace-là. Alors, il est d'autant plus important. C'est un sursis, là, mais il faut qu'on discute de ça. Puis, je pense que 30 jours, ça sera pas de trop, de toute façon. Les piliers là, de notre économie, puis des discussions, puis des emplois, puis de où est-ce qu'on s'en va de manière stratégique, ont été ébranlés là, pendant les derniers jours, les dernières semaines. Donc, je pense qu'on peut pas se faire en fait, on doit écouter les collègues de l'Assemblée nationale. Je pense que tout le monde a des points de vue à apporter, des éléments à joindre au débat. Et donc, je pense que, puis je l'espère, que la présidente va voir la chose de la même manière que nous. Nous, on y a réitéré ce matin qu'on soutenait notre demande, qu'on l'appuyait encore. Le premier ministre, lui, jusqu'à dernière nouvelle, maintient sa déclaration ministérielle. Alors, je pense que de son côté, il y a un aveu aussi de l'urgence et de l'importance. Pas tous les jours que M. Legault fait une déclaration ministérielle au Salon Rouge. Donc, je pense que les indicateurs sont là. Maintenant, évidemment, on va laisser la présidente trancher. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter dans ce débat-là? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter au gouvernement ou demander au gouvernement? Vous allez voir concrètement qu'est-ce qui pourrait sortir de ça d'ici la fin de la journée?
Mais pour nous, il y a déjà des choses qui doivent être mises en place. Ruba le disait tantôt, c'est à chaque fois qu'on est en crise, on se rappelle qu'on a un marché local, on se rappelle qu'il faut acheter québécois. Déjà, dès maintenant, on peut mettre en place des mesures comme, par exemple, imposer des quotas dans nos contrats d'approvisionnement public, dans les marchés publics, pour l'alimentation, pour le bois. Chaque fois qu'on construit une école, il faut que ce soit avec du bois québécois. Chaque fois qu'on va dans un hôpital, puis on va demander un repas, mais ces repas-là incluent des ingrédients qui sont faits ici au Québec, qui sont cueillis ici au Québec. C'est des choses qu'on devrait déjà avoir en place. On est capable d'atteindre ces objectifs. Et une autre demande qu'on veut faire, c'est qu'on va se pencher sur les subventions, les aides, les prêts aux entreprises. Il faut mettre des conditions pour faire en sorte que l'aide qu'on va donner va d'abord et avant tout sauvegarder des emplois. Ça doit être ça la priorité. On ne veut pas voir des bonis qui vont partir pour les grands PDG ou pour les actionnaires. Il faut que l'argent qu'on va donner va aider à 100 000 personnes. On parle des 100 000 personnes qui risquent de perdre leur emploi, de se retrouver dans la même filière, d'avoir peut-être une requalification, mais surtout, notre plus grand levier, c'est l'État. Puis l'État peut relancer des chantiers dès maintenant, accélérer des chantiers du transport en commun pour assurer que ces emplois-là soient maintenus au Québec. On a vu pendant la pandémie, là, les oppositions ont été effacées du débat public un petit peu. Est-ce que vous craignez que la même chose se reproduise cette fois-ci? C'est sûr que c'est un défi toujours pour les partis d'opposition. On est un contre-pouvoir. Le gouvernement agit. Tous les yeux et les oreilles se tournent vers le gouvernement parce que leurs décisions vont avoir un réel impact sur les Québécois. Donc, c'est tout à fait normal. Mais moi, je suis très contente que M. Legault ait accepté la main tendue par Québec solidaire et qu'on travaille ensemble. Mais travailler ensemble, ça veut dire aussi être à l'écoute. Moi, je veux pas juste que le premier ministre, par exemple, nous invite autour de la table pour nous informer quelques heures avant tout le monde de ce qu'il a décidé de faire, puis qu'on n'ait aucune influence. Des fois, les gouvernements, pour aller vite, malgré toutes leurs équipes, des fois, ils ont des angles morts. Moi, je rappellerai, Manon Mancé avait levé le drapeau rouge par rapport aux mesures sanitaires, par exemple le couvre-feu, puis l'impact que ça peut avoir sur les personnes itinérantes. Puis on l'a vu qu'on l'a échappé. Il y a eu un itinérant qui est mort. Donc, ça sert à ça aussi, notre travail. On est interpellé par les citoyens, les citoyennes. Dans nos comtés, nos différents comtés, on a des réalités différentes qui échappent au gouvernement. Donc, c'est important que M. Legault soit à l'écoute, réellement à l'écoute. Et ça commence bien en maintenant disant, bien, on accepte le débat d'urgence. Donc, ça augure bien. Je l'invite à continuer dans cette façon de travailler-là. Puis d'écouter les Québécois aussi. Très, très important, il y a une colère chez les gens que je sens, très forte, un mouvement de boycott malgré l'entente qui a eu lieu hier entre Justin Trudeau et Trump. Il disait, ben c'est pas grave, il faut qu'on boycotte quand même, puis il faut quand même qu'on utilise des produits québécois, canadiens. Puis là, les gens, ils cherchent comment faire boycotter et comment utiliser des produits locaux. Bien, il faut que le gouvernement, comme le disait Alejandra, il faut que le gouvernement soit aussi un modèle en matière d'achat local, puis pas juste en énonçant des beaux principes, pas juste en disant qu'il faut être plus local. Il faut le faire de manière concrète. On n'a aucun quota, aucune cible dans le tableau de bord du gouvernement en lien avec l'achat local dans nos institutions publiques. Pourtant, on en achète là, des produits dans nos cafétérias, dans nos hôpitaux, dans nos écoles. Tantôt qu'il était hors de question que le Québec soit soumis à un intimidateur comme M. Trump pendant 4 ans, mais même si on arrête de couper dans les services publics, qu'on fixe le loyer, puis qu'on met des quotas, est-ce que le Québec n'est pas un peu, puis le Canada, n'est pas un peu condamné à être soumis à ces aléas-là de l'humeur de M. Trump, juste par la force économique des États-Unis? Bien, ça, c'est comme un état d'esprit. Je veux dire, on le voit, par exemple, en Ontario, je parlais la semaine passée de Doug Ford, qui a même envoyé une menace, par exemple, d'arrêter le contrat. Maintenant, il est revenu là, sur ça à cause des tarifs qui ont été... ça a été prolongé pour le 1er mars. Par exemple, de couper un contrat de Starlink. Tu sais, il le mentionnait. Nous, souvent, M. Legault, par exemple, il va envisager. Il est il fait très, très attention. C'est juste que le problème avec Trump, c'est que peu importe ce qu'on fait,
fait, lui, je veux dire, il n'est pas très raisonnable. Par exemple, le fentanyl, il y en a ici, même j'ai entendu M. Saint-Pierre Plamondon dire que le fentanyl, c'est vraiment un problème et Trump a raison. Je veux dire, les faits ont droit, là, il faut qu'on regarde les faits. On en a tellement parlé là, de la science, des faits pendant la pandémie. On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. C'est quoi? C'est 0,2 % de fentanyl qui est allé... Des tarifs sur quelque chose qui n'est pas factuel. Ben, le Québec va en partir. La première chose à faire, c'est de ne pas lui donner raison et de ne pas dire « Ah oui, il a raison, puis on va faire exactement tout ce qu'il veut », parce qu'on ne sait pas après ça jusqu'à quand il va aller. Qu'est-ce qu'il va nous demander après de nous retirer de plier hier à ses demandes puis de nommer un sort. Bien là, pour le moment, ce qu'il a fait, on n'avait comme pas le choix, puis c'est correct. L'objectif, c'était, c'est pas énorme, là, ce qu'il a donné, mais l'objectif, c'était que M. Trump puisse se tourner vers tout le monde aux États-Unis et dise « J'avais raison », qu'on l'appelle tsar, qu'on l'appelle empereur, qu'on l'appelle n'importe quoi. C'est un haut fonctionnaire là, qui va s'occuper de ça, d'un problème qui est un peu très, très minime par rapport au Mexique. Fait que l'idée, c'est pas juste de plier tout le temps, de mettre en place une souveraineté économique, puis aussi de diversifier nos partenariats commerciaux avec le Mexique, avec les États-Unis, avec d'autres marchés. Moi, j'ai étudié au HEC et je me rappelle très bien dans nos cours là, en finance, la chose la plus importante à faire, c'est de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Et c'est ce qu'on a fait depuis 40 ans, depuis 50 ans. Tout le monde, là, par une force d'inertie, d'habitude. On était dans nos vieilles chaussures à faire affaire avec les États-Unis. Puis il y avait toujours des gens qui disaient « Ouais, il faudrait peut-être diversifier. » On le fait un petit peu de façon timide. Là, on a une crise. Il ne faut pas juste que quand la crise passe, on le souhaite qu'elle va passer, qu'après ça, on oublie toutes ces belles paroles puis qu'on continue encore à garder notre économie dépendante des États-Unis.